Oui, on a un petit peu avancé hors caméra. Enfin, un petit peu, quasiment rien. J'ai commencé à checker quelques réglages, mais il n'y a rien d'officiel parce qu'il n'y a encore rien de monté. Aujourd'hui, on va s'occuper de ce pivot de fourche qu'il va falloir couper et j'espère pouvoir mettre la chaîne pour pouvoir voir si la transmission fonctionne bien. Mais pour pouvoir faire ça, il va falloir pouvoir poser de façon quasi officielle le cintre sur le vélo. Donc ça veut dire passer les deux gaines, pas forcément les raccorder, mais au moins les passer. Donc ça veut dire couper le pivot de fourche et surtout passer les gaines dans le cintre. Et ça, je peux vous dire que je vais m'amuser. Il n'y a rien de compliqué, c'est juste un câble, une gaine qui doit passer dans un emplacement bien spécifique. Mais le cheminement dans les cintres aéro 2 en un avec la potence et le cintre combiné, c'est quelque chose qui est quand même assez fastidieux. Donc peut-être en venant passer un passe-câble, encore quelque chose comme ça. Bon, déjà dans un premier temps, il va falloir marquer le pivot de fourche à l'endroit qu'il faut pour couper. Et on va aller couper ça dans mon atelier, comme la dernière fois, mais en prenant le soin de protéger la fourche pour ne pas l'abîmer. Non, parce que la dernière fois que j'ai coupé ma tige de sel, je sais pas si vous allez voir là, mais j'ai fait un petit star là, et je fais bien la gueule. Donc pour réaliser l'opération de couper la pivot de fourche, il faut d'abord prendre la cote. Donc il faut déterminer quelle hauteur de cintre vous voulez avoir sur votre vélo. Pour ça, moi j'ai toujours en référence mon étude posturale que j'avais réalisée et je me réfère aussi à mon trek, comme ça je prends les mêmes cotes environ, ça me permet de pas trop changer de position lorsque je change de vélo. Donc ce coupe pivot de fourche qui permet de vraiment être perpendiculaire à votre pivot de fourche et d'avoir une petite saignée pour venir placer la scie et être sûr de couper droit. Donc ça c'est vraiment un petit accessoire indispensable si vous êtes amené à couper souvent des pivots de fourche. Sinon, il faudra faire sans. Encore une fois, une boîte à onglets pourrait peut-être faire l'affaire. Là, j'ai déterminé ma hauteur. On dit toujours que c'est mieux de prendre un peu plus haut, quitte à devoir recouper. Parce que si vous coupez trop juste, c'est irréversible. Vous ne pourrez pas revenir en arrière. Alors moi, j'hésite. Est-ce que je rajoute une petite entretoise? C'est ça la question. J'en ai une toute petite. 3 mm. Allez, je préfère en mettre une en plus. De 3 mm. Au lieu de venir positionner le cintre complet, à l'intérieur du cintre, ici, on met un petit insert en métal qui va venir se serrer contre le pivot de fourche et il fait exactement la même taille que le cintre. Du coup, on peut se baser sur ce petit insert que l'on vient positionner sur le vélo. Il faut bien faire en sorte que c'est bien plaqué, que tous les roulements soient vraiment bien mis par contre. Voilà. Faut pas qu'il y ait de petits jeux. Et on vient faire une première petite marque. Alors comment je vais faire une première petite marque? Je vais utiliser un petit couteau et je vais légèrement marquer, mais vraiment léger. Voilà, je fais une petite marque. Il ne faut pas oublier un petit détail lorsque l'on vient positionner un pivot de fourche, c'est qu'après on va venir y installer un expandeur. C'est ça un expandeur. L'expandeur il vient se placer, hop, ici, par-dessus le pivot de fourche pour ensuite venir par le dessus compresser l'ensemble, compresser les roulements de la direction pour que tout se maintienne et qu'il n'y ait plus de jeu. Et ce petit expandeur, il a un petit déport de 3 mm, donc exactement la même taille que mon entretoise. Donc par rapport à la marque que vous avez faite, il va falloir couper. Moi je viens couper d'environ 4-5 mm en bas en dessous. Comme ça permet vraiment d'avoir une bonne compression et d'avoir un jeu de compression plus important. La vraie marque, ça sera celle-là. Donc voilà, je viens de marquer de façon officielle mon pivot de fourche. Je n'ai plus qu'à tout redémonter. Et oui, c'est la joie, tout redémonter parce qu'on ne peut pas couper comme ça bouge trop partout. Il faut vraiment venir bloquer la fourche. Donc hop, on vient tout enlever. L'avantage, vous voyez, c'est que tout se sépare en deux. On vient enlever le capot de direction. On vient enlever la petite coupole de serrage là, la petite entretoise de serrage. Et vous pouvez ensuite venir enlever le reste du vélo que vous allez venir positionner je ne sais où du coup. C'est tout le problème.
Où c'est qu'on range un vélo qui n'a pas de fourche? Allez, on peut déjà avancer sur une chose, c'est venir déjà positionner mon coupe-pivot. Donc en fait, c'est vraiment un outil qu'on vient glisser. On vient ensuite repérer l'endroit où il faut venir couper. Hop, en général, c'est comme ça qu'on repère. Hop, on descend un tout petit peu. Et voilà. Ensuite, on vient serrer. Là, c'est bien serré, c'est bien perpendiculaire. On est sûr de faire une belle coupe droite. Il n'y a plus qu'à aller chercher la petite scie, l'insérer dans la petite fente et... Franchement, la coupe est propre. La coupe est vraiment propre. On passe un petit coup de pompier à poncer, mais il n'y a même pas besoin. Allez, on se retrouve à nouveau en atelier pour poser l'expandeur et repositionner ça de façon presque définitive. Et on se retrouve en atelier avec la fameuse fourche que l'on va pouvoir continuer de préparer parce qu'on n'en a pas fini avec elle. On va d'ailleurs pouvoir positionner le petit capot, mais surtout l'expandeur. Donc l'expandeur, attendez, je vais vous montrer quand même pour ceux qui n'ont jamais compris le système d'un expandeur. Ça se pose, c'est en deux parties. Il y a une partie avec un petit capot qui vient se mettre par-dessus. D'ailleurs, là, il y a un problème parce que les deux vis sont venues en même temps. Ça, c'est pas bon. Donc en gros, il y a une partie comme ça qui va venir s'espandre, s'étendre, se grossir à l'intérieur du pivot de fourche pour venir vraiment se figer. Comme ça ne fait qu'un avec la fourche. Et on a ensuite par-dessus un capot avec une vis qu'on vient visser à l'intérieur et qui va permettre de venir tasser les roulements de la fourche et de la direction et vraiment venir maintenir l'ensemble de la fourche. Et c'est là où on va voir si ma coupe est bien droite parce que normalement, quand on met l'expandeur, il vient vraiment... Ah ouais, nickel. Il va vraiment super bien se positionner, il n'y a pas de jeu, il n'y a rien. C'est extra plat. Allez, on peut venir positionner ça. Et on serre l'ensemble pour que ça se fasse qu'un. Bon, on resserrera ça sur le vélo. En tout cas, ça c'est positionné. Donc, le petit expandeur est mis à l'intérieur. L'étrier avant, il n'est pas fait comme l'étrier arrière. C'est pas une vis traversante qui va aller du dessous vers le dessus. C'est une vis qui va venir du dessus et qui va se visser dans la fourche. C'est la petite subtilité, dirons-nous, de l'étrier avant. Avec toujours ce mouvement latéral pour venir ensuite régler l'étrier par rapport à... Hop, enfin bref, vous m'avez compris. À savoir que les étriers avant, ils peuvent à la fois se mettre sur des disques de 140 ou 160. Souvent à l'avant, on a des disques de 160, mais il suffit juste d'inverser la platine et d'inverser l'étrier sur la platine pour pouvoir passer d'un étrier 140 à un étrier 160. Ce qui définit la taille du disque à l'arrière sur le vélo, c'est l'emplacement des trous, des supports. En fait, vous n'aurez pas le choix. Le vélo détermine si vous allez devoir mettre un disque de 160 ou un disque de 140. En général, on a un disque de 140 à l'arrière et 160 à l'avant, mais il arrive sur des vélos, comme par exemple mon Trek Madone, d'avoir double 160, parce qu'on est sur des vélos qui sont faits pour la vitesse, donc il faut une bonne capacité de freinage. Mais ici, on est sur un 140, 160. Maintenant, il suffit juste de venir dans le trou, hop, faire suivre la petite gaine qui devrait logiquement, en forçant, hop, oui, ressortir ici. Hop. Hop. Wow, wow, ça fait des bruits bizarres. Oui, un petit éclat de peinture qui est parti au niveau du... C'est pas grave, c'est pas grave. Ça se verra pas, c'est à l'intérieur de la fourche. Mais il y a un petit éclat là qui s'est fait au niveau de la fourche. Parce qu'il y avait un petit surplus de carbone et avec le fait que la gaine soit un petit peu vrillée, bon, ça fait un petit crack. Bon, c'est pas grave. Bon, voilà, la gaine, elle est sortie. On va pouvoir la faire sortir de l'avant du vélo. Et on va pouvoir, tout logiquement, repositionner la fourche sur le vélo et se dire qu'on n'aura sûrement plus besoin de la remettre. S'il n'y a plus besoin de revenir sur les
Les roulements, par contre, il faut venir positionner un peu de graisse. Parce que si vous ne le faites pas maintenant, bah, ça sera trop tard après. Donc, dans le doute, je ne sais pas si je vais avoir besoin de redémonter ou pas, mais dans le doute, je mets un peu de graisse un peu partout. Encore une fois, ça va aider au montage et au démontage. Bon, vous serez obligé, une fois que vous aurez terminé votre montage, de nettoyer entièrement votre vélo. En général, avec vos pattes toutes grasses, vous finissez toujours par en foutre partout. Et c'est un petit peu carnage, donc ne vous inquiétez pas. Votre vélo, avant même d'aller l'essayer, va falloir aller le nettoyer pour enlever toutes ces traces de graisse que vous allez laisser à droite et à gauche. Voilà, les roulements sont positionnés, graissés dans leur emplacement. Par contre, c'est dommage que la gaine ressorte sur l'arrière du pivot de fourche et pas sur l'avant gauche. Mais bon, je pense qu'en le faisant passer gentiment comme ça devrait aller. Donc il y a un câble qui va devoir passer à gauche et un câble qui va devoir passer à droite. Un câble à gauche, un câble à droite. Pas de jaloux, ça évitera de faire des contraintes inutiles. Ah bah voilà, bah là déjà, là je suis pas bon là. Oh là là, les câbles ils vont faire chier quand même. Oh quoique, ils vont peut-être pas tant faire chier que ça en fait. Non, 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 les câbles ils vont pas faire chier une fois qu'ils vont être maintenus par ça. La petite bague de calage qui ne passe plus avec le suspendeur. Voilà, ça c'est positionné. Ça c'est carrément fluide. J'ai l'impression que ça tourne en tout cas. Ok, ensuite on vient mettre le capot. Je disais le tout intégré c'est bien beau, mais c'est pas forcément le plus facile à mettre en œuvre. Faut pas se le cacher. Les mécanos ont beaucoup plus de fil à retordre avec les vélos nouveaux qu'avec les anciennes générations où finalement tout était en extérieur beaucoup plus facile. Beaucoup plus facile. Bon, le tout c'est qu'il faudra avoir, une fois qu'on aura tout positionné, qu'il n'y ait pas de grosses contraintes, vous voyez. Là, la direction, elle commence à bien se former avec les deux petits câbles qui vont passer sur l'avant et qu'il va falloir réussir à mettre dans ce cintre. Dans ce cintre. Mais je peux vous dire que là, je ne sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas du tout comment je vais faire. En gros, je vous explique. Là, il y a un trou. C'est exactement par ici que les gaines doivent rentrer. Elles doivent en fait faire ensuite un 90 degrés et ressortir par ici pour venir se connecter sur les manettes. Donc par ici et par ici pour se connecter à cette manette-là. Je sais même pas les gars, si j'ai envie de vous montrer comment je vais galérer. Donc la manette de gauche, frein avant, donc c'est celle-ci, la plus courte des deux. En gros, passer ça ici. Est-ce que ces passe-câbles servent à quelque chose? Moi, c'est ça que je comprends pas. À quoi servent les passe-câbles? J'ai pas le petit doigt assez petit pour pouvoir passer dans ce trou de souris, vous voyez. Après, c'est un cintre autant adapté au freinage hydraulique que mécanique. Donc, vous comprendrez que c'est un peu compliqué là. Oh, le trou de souris. Le trou de souris. Tu sais que c'est qu'il y a des morceaux de je sais pas quoi là. Qui font chier. Voilà, il y avait un morceau de ça là. Il y avait ça dans le centre. Je sais pas pourquoi. Ah! Ah! J'ai réussi à repasser le guide dans l'autre sens. Donc je vais pouvoir peut-être, en bien attachant avec du scotch ma gaine, pouvoir tirer dessus et le ramener de l'autre côté. Ah!
Ça, ce que je comprends pas, c'est qu'il y a des petits trous là en bas. Je comprends pas à quoi ils servent ces petits trous. Si vous pouvez m'expliquer. Peut-être qu'il y a des câbles qui vont jusqu'ici des fois. Pour le DI2? Ah ouais, pour pouvoir mettre le DI2 là. Ah oui, c'est pour l'ancienne génération de DI2 pour pouvoir positionner le petit truc là. Mais oui, mais maintenant c'est une chose révolue. C'est totalement révolu. Oh là 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 là, ça se passe super bien en fait les gars. J'arrive vraiment à repasser les câbles dans l'autre sens. Et donc potentiellement vraiment pouvoir m'en servir. Et encore une fois, c'est toujours dans cette logique où normalement le câble, il est censé partir des manettes. Oula oula. Abîme rien Cédric. En fait le vélo il est monté, mais pas de la façon que moi je le monte. Le vélo il est monté pour que l'on passe les gaines à partir de la manette jusqu'à l'arrière des dérailleurs. Ce qui était le cas avec les anciennes générations. Les câbles étaient attachés aux manettes et on venait les passer jusqu'à l'arrière des dérailleurs. Sauf que maintenant, lorsqu'on reçoit les vélos, on a les gaines qui partent des étriers et qui remontent vers le cintre. Donc du coup, bah, moi, tous mes passe-câbles étaient montés à l'envers. Donc ça, j'ai dit, c'est pour le gauche. Donc ça, c'est celui-là. Ça, c'est celui-là. On assemble déjà les deux. Franchement, que les vélocistes aient la responsabilité, vous voyez, un vélociste, alors certes, ils ont des formations, etc. Mais s'il arrive, si votre vélo arrive totalement démonté, et que ça soit au vélociste d'avoir la responsabilité de monter votre vélo, je trouve qu'avec les vélos d'aujourd'hui, ça demande tellement de responsabilité. Il y a tellement de manip à faire, de choses à bien faire pour ne pas que ça soit le bordel après, que c'est vraiment... Le métier, il a beaucoup changé, beaucoup évolué, en même temps que les vélos. Et le vélociste a intérêt à se mettre à la page de ce qui se fait, parce que je pense que sinon, monter un vélo comme ça, il se retrouve exactement dans ma position, à découvrir tout. Et du coup, bah, comment être sûr que votre vélo, il va être parfaitement bien monté? Ça, vous n'en aurez pas forcément la certitude. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il n'y a plus qu'à y aller. Hein. Oh, oh, oh. Ok, bon, on va aller faire un par un parce qu'il s'est détaché. Enfin, il s'est barré en fait, le truc, il s'est carrément barré. Là, vous allez rien voir, mais en gros, j'essaie juste de pousser ma gaine au même endroit que le passe-câble, mais le passe-câble, il est tellement souple et ma gaine, elle est tellement rigide. Je sais pas du tout si ça va marcher ou pas. Là. Oh, oh. Ah, c'est peut-être un peu trop gros, oui. Mais bien sûr que si que ça marche. Bien sûr que si que ça marche, les amis. Ça marche parfaitement bien. Ah, c'est là où ça va poser un peu plus de problèmes peut-être. C'est déjà la première gaine. Où ça s'est coudé pas bien. Où ça s'est coudé pas bien. C'est passé. Yeah. Oui, je me suis changé. On est un jour bien plus tard après le début de cette vidéo où j'ai réussi à passer tous les câbles à l'intérieur de ce cintre, à savoir que les câbles sont simplement positionnés, je ne les ai pas encore raccordés aux manettes pour pouvoir réaliser le freinage. On verra ça plus tard. L'important, c'est de finaliser le vélo pour qu'il puisse rouler sur home trainer. Et pour ça, eh bien, il faut que la transmission soit complète. Donc dans cette deuxième partie de vidéo, on va finalement positionner ce qui reste à positionner sur le vélo, c'est-à-dire eh bien, la chaîne. La chaîne. Alors pour rien vous cacher, pourquoi on se retrouve dans un jour suivant?
Parce que j'ai fait une petite boulette. Vous voyez, ça arrive lorsque l'on monte un vélo. Il y a des choses qui sont irrattrapables où il faut tout racheter. Il y a des choses que l'on peut rattraper. Je vous explique le topo. J'ai voulu positionner ma chaîne de vélo en utilisant la technique de mettre la chaîne sur le gros plateau et sur le grand pignon à l'arrière. Ensuite, on vient rassembler la chaîne. Il faut que le dérailleur il soit perpendiculaire au sol. Pour à peu près convenir de la bonne position. Or, mon vélo, il est monté sur un pied qui est légèrement comme ceci. Donc, je me suis tout simplement fait duper, car lorsque le dérailleur était droit par rapport au sol, en fait, il était légèrement vers l'avant, donc trop court. Donc, oui, vous l'avez compris, j'ai coupé ma chaîne trop courte. Alors ça ne gênait pas vraiment parce que toutes les vitesses passaient, sauf la dernière, la dent de 30. Et j'avais pas vraiment envie de me risquer à forcer sur le home trainer avec une chaîne trop courte. Et si jamais l'envie me prenait de mettre tout à gauche, de tout fusiller. Donc, deux solutions. Soit on rachète une chaîne, mais ça fait quand même chier de mettre au tas une chaîne toute neuve. La deuxième solution, c'est de y mettre un deuxième maillon rapide. Alors beaucoup diront que ce n'est pas un montage classique que d'avoir deux maillons rapides sur une chaîne. Moi je répondrais qu'un maillon rapide, c'est plus solide qu'un maillon standard. C'est fait pour, et donc il ne faut pas avoir peur d'avoir ce type de montage. Ça peut largement dépanner, voire être utilisé comme ça. Au moins en cas de problème, vous aurez deux endroits où vous pourrez démonter votre chaîne plutôt qu'un. Voilà, moi je dis ça. Je dis rien. En tout cas, j'ai réalisé donc du coup la manip hors vidéo, vu que j'avais déjà coupé la chaîne, j'y ai rajouté deux maillons. Et donc dans cette deuxième partie de vidéo, on va venir positionner la chaîne et vérifier que toutes les vitesses passent. Et ça, on va voir que c'est quand même assez simplifié, encore une fois, grâce à l'utilisation du DI2. Pour pouvoir positionner la chaîne, il va me falloir deux choses. Déjà, y mettre la roue à l'arrière pour pouvoir vraiment suivre la chaîne à l'endroit où elle va passer. Et ensuite, on va avoir besoin d'un outil pour permettre de claquer mon maillot rapide. Alors l'outil, il n'est pas du tout obligatoire, on peut largement faire sans, mais c'est quand même bien plus pratique d'avoir cet outil. Ça évite de devoir redescendre le vélo et donner un bon coup sur la manivelle pour pouvoir ancrer le maillon rapide une bonne fois pour toutes. Donc j'ai acheté un petit maillon rapide, il est juste ici et on va utiliser ce type d'outil. Voilà, ça c'est vraiment l'outil qui est spécifique au maillon rapide et qui va permettre dans un sens, lorsque vous allez le mettre, de tirer et dans l'autre sens de venir d'éclipser aussi le maillon rapide. Donc c'est super pratique d'avoir ce genre de petit outil. Je vous mets tous les liens dans la description si vous voulez vous le procurer. Oh putain. Ah oui, j'avais oublié que j'avais positionné ma cassette sur le home trainer. Non, quand faut y aller, faut y aller. Allez, on enlève la cassette du home trainer et on se retrouve avec la roue Vortex complète pour pouvoir positionner la chaîne et régler le passage à vitesse. Quelques minutes plus tard seulement. Finalement, ça s'est quand même plutôt bien passé. Un changement de cassette, c'est ultra rapide. Il faut juste faire en sorte de bien visser droit le contre-écrou parce que vous pourriez niquer le pas de vis. Et si vous niquez le pas de vis, après, vous êtes mort. Alors d'ailleurs, petit tips, si vous ne voulez pas vous aussi vous tromper dans la longueur de la chaîne, comment j'ai recalculé la longueur, finalement, je n'ai pas utilisé ce tips qui consiste à avoir le dérailleur droit, bien que cela marche, mais faut-il encore que le vélo soit droit et prêt à rouler finalement, chose qui n'était pas vraiment le cas ici. Le petit tips, c'est d'utiliser un calculateur de longueur de chaîne que l'on peut trouver par exemple sur internet. Je vous mets un lien aussi dans la description. C'est ce site que j'ai utilisé. Il vous demande alors la grandeur du grand plateau, du grand pignon, la longueur entre l'arrière du vélo et l'axe du pédalier. Ça vous demande même le nombre de dents qu'il y a sur vos galets de dérailleur et l'anthrax qu'il y a entre les galets de dérailleur, et ça vous détermine la longueur ou encore le nombre de maillons. Il ne vous reste plus qu'à mesurer, compter le nombre de maillons, bref, l'un des deux, et vous aurez votre hauteur, tout simplement. Hop, on va enlever ça, parce que on va devoir mettre une roue avec un disque. Ça passe large, puisque de toute façon... hop. Ah, je sais déjà qu'il va falloir que je règle l'étrier arrière parce qu'il frotte. Mais ça,
on n'est pas prêt de freiner avec le vélo. Donc on se retrouve avec cette fameuse chaîne. Alors sachez qu'il y a un sens à une chaîne, elle est souvent décrite dans la documentation. Dans le cas des chaînes Shimano, il faut mettre la chaîne du côté écriture face à vous. Il y a un côté où il y a des écritures, il y a un côté où il n'y en a pas. Et vous devez toujours mettre le côté où il y a des écritures face à vous. C'est le petit moyen mémotechnique. Ensuite, pour pouvoir faire passer une chaîne, j'ai envie de dire c'est presque simple. Presque, vous allez voir. Il faut guider la chaîne dans le chemin qu'elle va devoir parcourir, tout simplement. Pour le dérailleur avant, c'est plutôt assez simple, il n'y a qu'un plateau. Mais par contre, pour l'arrière, il ne faudra pas vous tromper. Je vous le dis parce que, en tant que débutant, la première fois que j'ai monté une chaîne, j'ai honte de le dire, hein, mais c'est pour vous montrer les erreurs bêtes que l'on peut faire. J'ai monté ma chaîne, j'étais tout content, mais j'avais un petit bruit bizarre. Mais il faut savoir que sur les dérailleurs, il y a les galets, mais il y a aussi des petits inserts métalliques où il faut bien faire attention de passer la chaîne à l'arrière de ces inserts métalliques et non par le dessus. Sinon, ça va poser quelques soucis. Ça serait quand même ballot de refaire la même erreur, Cédric, non? Si? Oui? J'ai refait la même erreur en montant cette chaîne? Oui, en allant trop vite? Ah ouais, voilà. Comme quoi, l'erreur, on peut vite la refaire. Donc la chaîne, pour être clair, elle passe dans le dérailleur avant, elle suit le long, elle va passer sur la cassette, et après, c'est sur le dérailleur qu'il ne faut pas se tromper. Et là, il y a des petits inserts métalliques juste ici, et comme vous pouvez voir, ça l'a grignoté. Pourquoi? Parce que je l'ai passé par-dessus comme un gros bêta plutôt que de le passer par le dessous. Ah, ça paraît tout con, vous allez me dire, mais je faisais tellement attention au reste que j'en ai oublié de faire attention à ça, et du coup, c'est ce qu'on appelle un foirage. Donc vous le passez autour du premier galet, ensuite vous allez faire plonger votre chaîne à l'intérieur du petit insert métallique, ne pas se tromper, ne pas encore une fois le passer ailleurs, et ensuite vous allez refaire le contour du deuxième dérailleur pour le faire ressortir. Voilà qui est fait. Et puis après, j'ai oublié l'outil. La petite attache rapide, donc la Quick Link. À savoir que la Quick Link, j'ai appris que les 11 et 12 vitesses, c'était les mêmes références. Ça, c'est ce que j'ai cru comprendre. Et sur les petites Quick Link, il y a aussi un sens de montage. Il y a une petite flèche qui indique dans quel sens la chaîne elle doit aller. Donc la flèche, elle doit aller vers l'arrière. Lorsque vous rassemblez votre chaîne sur le bas, il faut que la petite flèche elle aille vers l'arrière. Donc ne vous trompez pas, s'il y a un sens, c'est pas pour rien. Vous allez venir reprendre les deux bouts et vous n'avez plus qu'à les assembler, les préassembler. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de les figer totalement au début. Vous devez passer les deux petits goupillons dedans. Donc là, elle est préinstallée. Mon axe de dérailleur, il m'a l'air plutôt droit cette fois-ci, même bien droit. Les deux galets sont bien alignés et bien droits, alors qu'avant, comme c'était plus court, c'était beaucoup plus comme ça. Et donc là, je peux vous dire que pour passer la dernière vitesse, mais bon, on va bien le vérifier à l'instant si je ne me suis pas loupé cette fois-ci. Hop, ça s'est enlevé ici. Et ensuite, vous prenez votre maillon rapide, vous allez positionner votre outil aux extérieurs de votre maillon rapide et vous allez venir pousser comme ça, enfin tirer sur les deux axes pour venir... Ah, ça a marché. Les premiers tours de roue en vidéo. Non, parce que les premiers tours de roue, je les ai déjà fait, mais avec une chaîne trop courte. Enfin bref, c'est oublié. Maintenant, la question va être, est-ce que les vitesses passent? Est-ce qu'il y a des bruits parasites? Est-ce que la dernière vitesse passe, après avoir essayé de réparer mon erreur, et je pense que ça va être fait? Est-ce que les butées de dérailleur sont bien positionnées, que ce soit la butée basse ou la butée haute? Donc ça, c'est des petits points de détail que l'on va pouvoir voir ensemble très rapidement. Je ne vais pas vous montrer vraiment en détail comment faire, mais au moins vous aurez les grandes lignes. Il faut savoir que lorsque l'on installe un dérailleur pour la première fois, un dérailleur arrière, il y a un réglage de butée qui se fait, que ce soit sur un dérailleur mécanique ou sur un dérailleur électrique. C'est une petite vis qui va permettre ce réglage de butée. Ces butées, elles sont faites pour que la chaîne n'aille jamais plus loin, autant à droite qu'à gauche de la cassette. Une mauvaise butée entraîne alors une mauvaise indexation et surtout un risque de dérailler. C'est pourquoi il est important de régler cette butée haute et cette butée basse. C'est assez facile à régler finalement, il suffit juste de jouer avec les deux petites vis que l'on retrouve sur le dérailleur
pour que lorsqu'il est tout à droite, en position tout à droite, donc avec votre manette, vous mettez le dérailleur sur le plus petit des pignons, eh bien, il soit pile poil aligné au petit pignon. Et ensuite, vous mettez votre dérailleur tout à gauche. Et il faut que lorsque vous poussez à la main un peu plus le dérailleur arrière, eh ben, il ne puisse pas continuer sa course au risque peut-être d'entraîner la chaîne dans la roue et venir vraiment détruire un peu tout, pour rayon, etc. Donc les deux petites vis de butée de dérailleur, on ne les voit quasiment pas, elles sont dans le noir, elles sont juste ici. Il y en a une en bas et il y en a une en haut. Donc il va falloir que je prenne le petit. La petite clé qui va aller dans ces butées, c'est pas celle-ci, c'est celle-ci, voilà. À savoir que la butée qui est le plus à droite, c'est la butée pour le positionnement tout en haut. Et la butée et la petite vis qui est à gauche, c'est pour la butée basse. Donc là, je suis tout à droite. Et je peux essayer de checker cet alignement. Donc je vais légèrement ramener à l'intérieur. Et là, vous voyez, quand je tourne, ça fait un petit cliquetis là. Donc ça veut vraiment dire que la butée, elle est super mal réglée. Ça ne devrait pas faire ce petit claquement. Oui, ok, je vois. Si ça fait ce petit claquement, ça veut dire que la butée est mal réglée. Ça, on est d'accord. Après, à savoir dans quel sens on va tourner la butée, honnêtement, j'ai envie de vous dire, essayez, vous verrez quoi. C'est... Ça fait encore le bruit. Voilà. Ça fait plus le bruit. Le bruit que vous allez peut-être entendre, c'est le bruit du disque sur les plaquettes. Ok. Butée basse réglée. Maintenant, on va mettre la chaîne tout à gauche et on va voir comment ça réagit. Donc là, ça réagit déjà bien. Franchement, je suis assez surpris. Donc là, je suis tout à gauche. Je suis tout à gauche. Ça tourne parfaitement bien, ce qui n'était absolument pas le cas lorsque la chaîne était trop courte. Et là, la technique pour savoir si votre butée haute est bien réglée, vous prenez votre dérailleur et vous voyez si vous pouvez encore faire un tout petit mouvement supplémentaire vers l'extérieur. Là, je peux. Là, je peux faire un petit mouvement, donc c'est pas bon signe. Ça veut dire que on ne sait jamais si à un moment ça venait à capoter dans l'indexation, la chaîne pourrait peut-être passer plus loin. Donc dans ces cas-là, vous ramenez gentiment la butée haute. Vous la serrez un tout petit peu, voilà. Et là, vous voyez, j'ai fait qu'un micro-mouvement. Et là, voilà, ça ne va plus loin. Par contre, il faudra toujours vérifier que la chaîne reste bien en haut. Et c'est le cas. On va redescendre les indexations. Et on est déjà, en fait, parfaitement réglé. C'est l'avantage du DI2. Si vos butées hautes et vos butées basses sont bien réglées, après l'indexation se fait parfaitement bien. Car si c'est du DI2, le DI2 connaît le pas qu'il vous faudra au dérailleur pour changer de vitesse. Il est standard. Donc si vous faites vraiment un réglage de butée haute et butée basse à la perfection, vous allez très facilement pouvoir régler le dérailleur arrière. Pour le dérailleur avant, c'est différent. Il faudra passer par l'application mobile Shimano iTube pour pouvoir plus ou moins régler les butées hautes et les butées basses aussi. À savoir que l'application est très bien détaillée et elle vous montre comment doit être la chaîne, à quelle distance doit être la chaîne de la fourchette lorsqu'elle est sur le pignon petit et le grand plateau, le pignon grand et le grand plateau, et ainsi de suite. Bref, franchement, je trouve que le step by step, les tutoriels inclus dans les applications Shimano sont très bien expliqués. Donc ne vous faites pas de soucis quant au réglage de votre Shimano DI2, ça se passera forcément bien. Vous êtes extrêmement bien guidé et je suis sûr, mais attendez, on va quand même vérifier, hein, mais j'avais déjà fait le réglage avant, donc normalement, si je prends, hop, j'enlève le casque ici, si je prends ma manivelle, que je pédale, que je remonte un peu quand même les vitesses parce que voilà, et que je passe le petit plateau, bah voilà,
C'est bien réglé parce que j'avais déjà fait avec l'application et voilà, ça remonte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ouais, bah voilà, hein. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Bon, vu les mouvements que fait mon vélo d'avant en arrière, on peut déjà annoncer que la roue Vortex, elle n'est pas équilibrée. Petit tips pour savoir si la chaîne n'est pas trop longue. Il faut alors se mettre sur le petit pignon. Pour vérifier, il faut se mettre sur petit pignon, petit plateau, et il faut voir si la chape n'est pas à l'horizontale. Si elle remonte trop à l'horizontale et que la chaîne vient à frotter sur elle-même, en remontant de trop, c'est que votre chaîne est trop longue. Bref, vous l'aurez compris, je crois que mon vélo est opérationnel et prêt à rouler. Si, je crois qu'il est prêt à rouler. Je crois que dans la prochaine vidéo, on peut le monter sur le home trainer et je peux vous présenter mon setup home trainer. Je n'aurai plus qu'à enlever la roue arrière et aller rouler et partir à la découverte des nouveautés Zwift et surtout découvrir ses premières sensations en termes de transmission, de fluidité, etc. Donc ça sera la première découverte. On finira bien sûr de finaliser ce poste de pilotage juste après mon premier roulage sur home trainer. Je veux vraiment vérifier que les serrages de tige de selle, la position, etc. soient parfaitement bien réglés avant de venir finaliser le montage des freins et d'aller rouler sur la route. Ça va me permettre de prendre confiance avec le vélo. Si déjà il résiste à la puissance que je vais mettre sur home trainer, à mes passages en danseuse, car vous allez voir qu'avec mon nouveau setup home trainer, je peux faire de la danseuse, que le vélo va être actif, donc ça va vraiment permettre un premier feedback de ce vélo chinois, de ce mulet, enfin, on va l'appeler le mulet, et je vais pouvoir le rouler à temps sur la route avant que le vrai mauvais temps arrive. On a la chance de profiter d'un mois d'octobre assez exceptionnel en termes de météo. Donc pour le mois de novembre, mon mulet sera certainement prêt à parcourir les routes normandes. Et ça, c'est vraiment cool. Bref, vous l'avez vu encore une fois, aujourd'hui on a réalisé des tâches qui ne sont absolument pas insurmontables. Ça pouvait faire peur, l'intégration, la full intégration ici, mais force est de constater que ce Yoeleo est plutôt bien foutu, que ce soit au niveau du pivot à couper, du passage de gaine dans la fourche, de ressortir les gaines ici, ça a été très facile. Et étonnamment, de passer les câbles à l'intérieur du cintre avec des petits passe-câbles, des petites gaines qui vont venir vous guider, et ben ça a été hyper simple de les passer au bon endroit pour qu'ils puissent venir ensuite se relier à mes manettes. Donc c'est vraiment très bon, un quasi sans faute à part la longueur de la chaîne. Hein. Bon bah voilà, on peut pas toujours réussir tout bien. Et là franchement ça a été la grosse boulette. J'étais énervé quand j'ai vu que je m'étais trompé, mais vraiment. J'ai cru que j'allais être sauvé parce qu'en effet, j'avais mal positionné la chaîne dans le dérailleur, mais non, malgré ça, elle était encore trop courte. Mais voilà, j'ai rajouté 2 maillons, je suis maintenant bon, la chaîne est parfaitement à la bonne longueur et je vais pouvoir aller rouler sur la route bientôt, mais avant ça, sur home trainer. Allez, on se dit à très bientôt pour cette prochaine vidéo où on fera l'essai du Yoeleo Shimano Di2 sur mon installation home trainer Elite. Allez, on se dit à très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce en bas de la vidéo. On se dit à très vite pour la suite des aventures sur le mulet. Ciao, bye bye.